L'attaque fut lancée de très loin. La guerre contre Romsog eut lieu près de 20 ans après le grand scandale des chats, qui, pendant un moment, menaça d'empêcher l'approvisionnement de la terre entière en cette drogue essentielle nommée Santa Clara. Ce fut une guerre très courte et très cruelle. Corrompue, sage, hélas, la vieille terre combattit avec des armes secrètes, car seules des armes secrètes pouvaient maintenir une souveraineté aussi ancienne, et qui depuis bien longtemps n'était plus qu'une souveraineté toute nominale pour les communautés humaines. La terre remporta la victoire, et ses ennemis furent vaincus tout simplement parce que les dirigeants terriens n'eurent jamais d'autre préoccupation que celle de survivre. Et cette fois-là, pensèrent-ils, ils étaient extrêmement menacés. La guerre contre Romsog ne fut jamais connue du grand public, sinon par la survivance de ces vieilles légendes délirantes concernant les vaisseaux d'or. Sur Terre, les seigneurs de l'instrumentalité se réunirent. Le président de l'Assemblée lança un regard circulaire à ses auditeurs et déclara: Eh bien, messieurs, Ramsog a tenté de corrompre chacun de nous. Nous avons tous reçu individuellement un cadeau de sa part. J'ai reçu personnellement 200 grammes de stoun pur. L'un d'entre vous a-t-il bénéficié d'une meilleure offre? Un à un, les membres du conseil annoncèrent le montant de leur pot de vin. Le président se tourna vers le secrétaire. Indiquez ces montants sur l'enregistrement de cette séance et placez cet enregistrement en top secret. Les autres acquiescèrent gravement. Maintenant, nous devons combattre. La corruption ne lui suffit pas. Ramsog a menacé d'attaquer la terre. Nous avons été assez bons de le laisser nous menacer. Mais bien sûr, cela ne veut pas dire que nous allons le laisser faire. Et comment allez-vous l'arrêter, Seigneur Président? grommela un vieux conseiller à l'air maussade. En sortant les vaisseaux d'or. C'est exactement ce que nous allons faire, annonça le président de sa voix la plus solennelle. Toute la salle murmura. Les vaisseaux d'or avaient été utilisés contre une forme de vie inhumaine de nombreux siècles auparavant. Ils étaient cachés quelque part dans le non-espace, et seuls quelques hauts dignitaires de la Terre savaient quelle était la part de vérité et la part de légende en ce qui concernait les vaisseaux d'or. Même au niveau des seigneurs de l'instrumentalité, le conseil ne savait pas réellement ce qu'ils étaient. Le président du conseil des seigneurs de l'instrumentalité hocha la tête. Un seul vaisseau suffira, dit-il, et cela suffit. Quelques semaines plus tard, Romsog, le dictateur, sut ce que cela signifiait. Vous ne pouvez pas prétendre cela, disait-il. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de vaisseau d'une taille pareille. Les vaisseaux d'or ne sont qu'une légende. Personne n'a même jamais vu la moindre photo d'un seul de ces vaisseaux. En voici une photo, monseigneur, répondit l'officier. Romsog la regarda. C'est un trucage photographique. Ils ont augmenté la taille du vaisseau. Les dimensions sont fausses. Personne ne peut posséder un astronef de cette taille. On ne peut pas en construire. Et même si l'on en construisait un, on ne pourrait pas s'en servir. Ce n'est pas possible. Il balbutia encore quelques phrases avant de se rendre compte que ces hommes ne le regardaient plus, mais examinaient la photo. Il se calma. Le plus hardi de ses officiers lui fit un rapide compte rendu. Ce vaisseau est lent de 150 millions de kilomètres, Votre Altesse. Il brille comme le feu, mais se déplace si rapidement que nous ne pouvons pas l'approcher. Il est apparu au centre de notre flotte en touchant presque nos astronefs, et il y est resté un 20e ou un 30 millième de seconde. Nous avons remarqué des preuves de vie à son bord. C'est eux qui l'ignotaient. Ils nous ont examinés, puis bien sûr, le vaisseau est reparti dans le non-espace. 150 millions de kilomètres, Votre Altesse. La vieille Terre a encore des ressources. Et nous ignorons ce que fait le vaisseau en ce moment. Les officiers regardèrent leur chef avec une certaine appréhension. Romsok soupira. Si nous devons nous battre, nous nous battrons. Même cela, nous pourrons le détruire. Après tout, la taille n'est rien dans l'espace. Quelle différence cela fait-il qu'il y ait 15 kilomètres ou qu'il en ait 15 millions, ou même 150 millions? Il soupira de nouveau.
Mais je dois avouer que 150 millions de kilomètres est une taille énorme pour un astronef. Je ne sais pas ce qu'il pourra bien en faire. Il ne le sut pas. C'était étrange, étrange et même effrayant, ce que l'amour de la Terre pouvait représenter pour les hommes. Prenons Tedesco, par exemple. La réputation de Tedesco était fort répandue, même parmi les sondeurs, même parmi les braves capitaines, qui pourtant s'occupaient peu de ce genre de choses. Tedesco était connu pour son excentricité, l'arrangement recherché de sa cape et ses insignes d'officier ornés de joyaux. Tedesco était également célèbre pour ses manières nonchalantes et son mode de vie sybarite et luxueux. Lorsque le message lui parvint, il s'occupait à sa manière habituelle. Il était étendu sur son coussin d'air pulsé, le centre du plaisir de son cerveau plongé dans une extase artificielle. Il était tellement perdu dans le plaisir qu'il en négligeait complètement la nourriture, les femmes, les vêtements et les livres. Tout était oublié, excepté le plaisir électrique agissant sur son cerveau. Et cette extase était telle que Tedesco y était plongé depuis 20 heures sans interruption. Une désobéissance manifeste envers la loi, qui ne permettait que 6 heures de plaisir au maximum. Aussi, lorsque le message arriva, relayé jusqu'au cerveau de Tedesco par le cristal infinitésimal inséré dans son crâne, pour transmettre les messages si secrets que même les pensées étaient trop susceptibles d'être captées. Lorsque le message arriva, Tedesco dut se démener pour remonter à la surface de sa béatitude et de son inconscience. Les vaisseaux d'or, les vaisseaux dorés, car la Terre est en danger. Tedesco s'agita, la Terre est en danger. Avec un sourire de contentement, il fit l'effort de presser le bouton qui coupait le courant. Puis, avec un soupir de froide réalité, il examina le monde qui l'entourait et s'occupa de sa mission. Il se prépara rapidement et attendit l'arrivée des seigneurs de l'instrumentalité. Le président du conseil des seigneurs nomma le seigneur amiral Tedesco commandant du vaisseau d'or. Le vaisseau lui-même, plus grand que la plupart des étoiles, était une incroyable monstruosité. Des siècles auparavant, il avait terrifié des agresseurs non humains venus d'une région oubliée des galaxies et qui s'étaient enfuis à jamais. Le seigneur amiral tournait en rond dans sa cabine. Elle était petite, 6 mètres sur 9, et toute l'aire de contrôle du vaisseau ne mesurait pas plus d'une trentaine de mètres. Le reste n'était que la bulle dorée d'un simulacre d'astronef, une bulle à la paroi très fine et incroyablement rigide, tapissée à l'intérieur d'une multitude de fils de métal minuscules, afin de donner l'illusion d'une coque solide et d'un armement puissant. Les 150 millions de kilomètres de longueur étaient vrais. Rien d'autre ne l'était. Le vaisseau était un gigantesque simulacre, le plus grand épouvantail jamais conçu par l'esprit humain. Pendant des siècles, il était resté dans le non-espace, attendant que l'on ait besoin de lui. Maintenant, il s'avançait seul et sans défense contre l'insensé et agressif dictateur Romsog et sa horde d'astronefs bien réels et fortement armés. Romsog avait violé les lois de l'espace. Il avait fait exécuter les boucs-lumière. Il avait fait emprisonner les braves capitaines. Il s'était assuré l'aide de nombreux renégats et mercenaires qu'il avait armés jusqu'aux dents et les avait envoyés piller les énormes vaisseaux interstellaires qui sillonnaient la galaxie. Dans un monde qui n'avait pas connu de guerre réelle, et encore moins de guerre contre la Terre, il avait su se débrouiller. Il avait corrompu, volé, fait une propagande intense, puis lorsqu'il pensa que la Terre tomberait entre ses mains, comme un fruit mûr, il fit donner l'assaut. Le lancement de cette attaque entraîna quelques changements sur la Terre elle-même. Des gredins corrompus redevinrent ce qu'ils étaient en titre, c'est-à-dire les dirigeants et les défenseurs de l'humanité. Tedesco lui-même n'avait été qu'un élégant prétentieux. La guerre le transforma en un capitaine énergique, manœuvrant le plus grand vaisseau de tous les temps, comme si ce n'était qu'une raquette de tennis. Il se matérialisa soudainement au centre de la flotte de Romsog et y demeura le temps d'un éclair. Tedesco déplaça son vaisseau. Il réapparut devant la flotte ennemie et s'esquiva aussitôt. Puis il se matérialisa de nouveau devant eux. Un seul tir de leur part pouvait détruire l'illusion dont dépendait le sort de l'humanité. C'était à lui de ne pas leur donner cette chance. Tedesco n'était pas un imbécile. Il combattait
de cette étrange façon de son côté, mais il ne pouvait pas s'empêcher de se demander où avait réellement lieu la guerre. Le prince Bon-Canard portait ce nom bizarre tout simplement parce qu'il avait eu un ancêtre chinois qui raffolait des canards, particulièrement ceux de Pékin, et de succulentes peaux de canard rôties ranimaient en lui des rêves ancestraux d'extase culinaire. Son aïeul, une lady anglaise, avait dit un jour: Seigneur Bon-Canard, cela vous va à ravir, et le nom avait été fièrement adopté comme patronyme. Le seigneur Bon-Canard possédait un minuscule vaisseau baptisé d'un nom simple et effrayant, le n'importe qui. Le vaisseau n'était pas indiqué sur le registre de l'espace et Bon-Canard n'était pas attaché au ministère de la Défense spatiale. Le bâtiment ne dépendait que du bureau des statistiques et de la recherche du ministère des Finances terrien. Sous la dénomination de véhicule, il ne possédait qu'un système de défense tout à fait élémentaire. Avec Bon-Canard se trouvait à bord un idiot chronopathique dont le rôle était essentiel pour mener à bonne fin sa dernière manœuvre. Il y avait également avec eux un oublieur. L'oublieur, comme toujours, restait assis, rigide et immobile, l'air égaré et inattentif. Seul l'enregistreur, qu'était son esprit, notait inconsciemment les plus légers mouvements du vaisseau. Il était prêt à détruire Bon-Canard, l'idiot chronopathique et le vaisseau lui-même, s'ils essayaient de désobéir aux ordres de la Terre ou de se retourner contre elle. La vie d'un oublieur était difficile, mais de loin préférable à la condamnation à mort qui était son autre éventualité. Bon-Canard lui aussi possédait quelques armes personnelles, choisies avec le plus grand soin en fonction de l'atmosphère, du climat et des conditions particulières de la planète de Romsok. Il avait également une arme psychique, une petite fille folle qui pleurait tout le temps. Les seigneurs de l'instrumentalité avaient refusé cruellement de la faire soigner sous prétexte que ses talents étaient bien plus actifs ainsi que si on l'avait intégrée à l'humanité. Elle représentait une intervention causale de troisième classe. Bon-Canard conduisit son vaisseau jusqu'aux limites atmosphériques de la planète Romsok. Il avait payé cher pour obtenir le commandement de ce navire et il avait bien l'intention de rentrer dans ses frais. Il récupérerait largement son argent s'il réussissait cette dangereuse mission. Les seigneurs de l'instrumentalité étaient les législateurs corrompus d'un monde corrompu. Ils faisaient en sorte que la corruption serve leurs desseins civils et militaires et ne pardonnaient pas les échecs. Si Bon-Canard échouait, il vaudrait mieux pour lui qu'il ne revînt pas sur terre. Dans ces conditions, aucun pot de vin ne pourrait plus le sauver et aucun oublieur ne le laisserait s'échapper. Mais s'il réussissait, il pourrait devenir aussi riche qu'un vieux Australien ou qu'un marchand de Stroun. Bon-Canard matérialisa son vaisseau à proximité de la planète. Il traversa la cabine et gifla la petite fille. Elle entra en transe, et lorsqu'elle fut au summum de son excitation, il lui plaça un casque sur la tête, il mit en marche le système de communication du vaisseau et envoya les émotions psioniques de la fillette vers toute la planète. C'était une change sans chance. Durant quelques instants, sur toute la planète, dans l'eau et sur l'eau, sur terre et dans les airs, la chance tournait légèrement. Des querelles éclatèrent, des accidents se produisirent, la malchance atteignit les limites de la probabilité absolue. Et tout cela arriva au même instant. On annonça ce bouleversement juste au moment où Bon-Canard conduisait son vaisseau en un autre endroit. L'instant critique approchait. Il plongea dans l'atmosphère et fut immédiatement détecté. Des armes foncèrent à sa rencontre, des armes d'une rapidité incroyable et d'une puissance phénoménale, des armes contre lesquelles la technologie terrienne n'avait pas de parade. Bon-Canard ne se défendit pas. Il saisit l'idiot chronopathique par les épaules et le pinça cruellement. Le malheureux s'enfuit en emmenant le vaisseau avec lui. L'astronef retourna 3 ou 4 secondes dans le passé, juste avant qu'on ne le détecte. Tous les instruments de la planète de Romsog s'affolèrent. Il n'était plus d'aucune utilité. Bon-Canard était prêt. Il déchargea ses armes, des armes perfides. Les seigneurs de l'instrumentalité jouaient aux chevaliers et aimaient beaucoup d'argent.
Mais lorsqu'il s'agissait d'une question de vie ou de mort, ils ne se préoccupaient plus de l'argent, ni de leur réputation, ni même de leur bonheur, honneur. Ils combattaient comme les animaux du lointain passé de la terre. Pour tuer, Bancanard venait de décharger une combinaison de poisons organiques et inorganiques au taux de dispersion élevé. 17 millions de gens, 95% de la population de la planète, allaient mourir cette nuit-là. De nouveau, il frappa l'idiot chronopathique, le pauvre monstre gémit et le vaisseau retourna encore de 2 secondes dans le passé. Il se rendit de l'autre côté de la planète, puis revint à son point de départ, lança une dernière décharge d'un virulent cancérigène et sauta dans le non-espace, dans les profondeurs du néant, là où Ramsog ne pouvait l'atteindre. Le vaisseau Le vaisseau d'or de Tedesco se dirigea lentement vers la planète mourante, suivi de près par les escadres de Ramsog. Ils ouvrirent le feu, il disparut, étrangement agile pour un vaisseau de cette taille, plus grand que n'importe quel soleil de la galaxie. Mais alors que les poursuivants se rapprochaient, ils reçurent par radio des nouvelles de leur planète. La capitale est ravagée. Ramsog lui-même est mort. Nous n'avons plus de nouvelles du Nord. Les gens meurent jusque dans les stations émettrices. La flotte se regroupa. Quelques paroles furent échangées par communication interne, puis les troupes de Ramsog annoncèrent leur reddition. Le vaisseau d'or se matérialisa une dernière fois, puis disparut sans doute à jamais. Le seigneur Tedesco revint chez lui où il retrouva ses appareils. Alors qu'il s'apprêtait à remettre la machine en marche, il se rendit compte qu'il avait éprouvé un plaisir immense. Le seul fait de penser au vaisseau d'or et à ce qu'il avait accompli, seul, sournois, sans même l'éloge des mantes pour son audace solitaire, lui parcourait un plaisir encore plus grand que celui de l'électricité. Il s'étendit sur le coussin d'air et s'abandonna à la pensée du vaisseau d'or. Sa volupté atteignit des sommets. Sur Terre, les seigneurs de l'instrumentalité annoncèrent que le vaisseau d'or avait détruit toute la vie sur la planète de Ramsok, et toutes les planètes de l'humanité leur adressèrent leur reconnaissance. Bancanard, son idiot, sa fillette et son oublieur furent conduits à l'hôpital. On effaça de leur esprit tout souvenir relatif à ce qu'ils venaient d'accomplir. Bancanard lui-même fut présenté au seigneur de l'instrumentalité. Il avait le vague sentiment d'avoir servi sur le vaisseau d'or, mais ne se rappelait pas exactement ce qu'il y avait fait. Il ne savait pas ce qui était un idiot chronopathique, et n'avait aucun souvenir d'un quelconque petit véhicule. Les larmes lui vinrent aux yeux lorsque les seigneurs de l'instrumentalité lui remirent leur plus haute décoration. Ils lui payèrent une somme énorme. Ils lui déclarèrent: Vous avez vaillamment servi, et vous êtes désormais libéré de vos obligations. Les vœux et les remerciements de l'humanité vous accompagnent à jamais. Bancanard revint chez lui, se demandant quel si grand service il avait pu rendre à l'humanité. Il se demanda aussi, tout au long des quelques siècles que dura encore sa vie, comment un homme tel que lui pouvait être un héros aussi extraordinaire sans même avoir jamais su ce qu'il avait accompli. Sur une lointaine petite planète, les survivants d'un croiseur de Ramsog furent libérés. Suivant des ordres venus directement de la Terre, leur mémoire avait été brouillée, afin qu'ils ne puissent pas révéler les circonstances exactes de leur défaite. Un journaliste obstiné s'accrocha à l'un des astronautes, et après de nombreuses heures passées à vider des boissons fortes, la réponse du survivant était toujours la même. C'était un vaisseau d'or. Oh, c'était un vaisseau d'or.